Et donc la conférence d'aujourd'hui s'intitule How Funcom Increased Playtime in Lego Minifigures by 80%. Donc c'est du travail que j'ai fait l'an dernier avec le studio Funcom, qui est un studio basé en Norvège, où on a essayé d'optimiser leur jeu au maximum pour utiliser leur processeur de la meilleure façon au niveau énergétique, que ce soit au niveau durée de vie de la batterie ou au niveau performance. Cette présentation, en fait, je l'ai donnée la première fois à la GDC à San Francisco. Et donc, j'ai pris la même version et je l'ai réduite un petit peu. Certaines personnes m'ont demandé de faire le talk en anglais. Donc, je vais redemander Is there someone in the room that wants me to do the talk in English, or would you rather have it in French? So who wants to have it in English? And who wants to have it in French? Sorry, guys. Ok. Bon, ben voilà, ce sera en français. Donc, voilà. Donc, comme je disais, mon nom c'est Antoine. J'ai commencé en fait à regarder la consommation énergétique, à m'intéresser beaucoup quand j'étais encore étudiant. En 2006, j'ai acheté un super PC. À l'époque, c'était le premier avec un Intel Core 2 Duo, avec un processeur, avec une carte graphique Nvidia, etc. Et c'était un des premiers PC portables qui disait qu'il pouvait durer 10 heures de durée de vie de batterie. Donc moi, j'arrive en cours le premier jour, super excité, et je me dis, ça va être parfait. Je vais pouvoir jouer au meilleur jeu de stratégie qui ait jamais existé. On sait tous que c'est Age of Empires 2, sur toute la journée de cours, et sur batterie, etc., etc. Et vous imaginez bien qu'après 2 heures, j'ai été relativement déçu quand mon PC s'est éteint et que j'ai dû aller chercher mon chargeur. Et donc depuis ce jour-là, je me suis intéressé, j'ai regardé comment ça marchait, comment fonctionnaient un petit peu les processeurs, etc., etc. Et donc depuis que j'ai commencé à travailler chez Intel il y a 4 ans, et donc je me suis un petit peu spécialisé dans ce sujet, et j'ai vite compris que en fait, le processeur peut être aussi efficace qu'on veut, mais si le software qui marche sur le processeur n'est pas optimisé, ça va être très 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 facile de brûler toute l'énergie et de consommer un maximum de power. Donc, je n'ai pas traduit mes slides, mais ça, je pense que vous arriverez à lire en anglais. Donc, ce qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est pourquoi c'est important, que ce soit pour vous en tant que développeur ou pour vos clients, les gens qui vont jouer vos jeux. Ensuite, nous allons voir donc la partie que j'appelle Exploring Power Efficiency. C'est j'ai essayé de résumer ça en une slide. C'est pour essayer de vous faire comprendre un petit peu comment fonctionnent les processeurs au niveau consommation d'énergie, et ce qui va nous guider sur un petit peu des best practices, sur comment optimiser votre jeu. Et puis après, vous allez voir ce qu'on a fait sur Lego Minifigures pour optimiser justement et arriver à quasiment doubler la durée de vie de batterie du jeu. Donc voilà. Donc pourquoi c'est important ? Donc quand j'ai commencé à bosser sur cette présentation, je suis allé voir sur le Play Store et j'ai trouvé ce genre de revue. Donc je suppose que vous, en tant que développeur, c'est pas tellement. Je sais pas si vous arrivez bien à lire vu que c'est assez clair, mais voilà. Donc en gros, c'est le genre de revue qu'on commence à voir sur le Play Store. Donc c'est pour dire que les joueurs commencent à être habitués à la consommation énergétique. Ils ont envie de pouvoir jouer leur jeu sur plusieurs heures. Ils ont envie de pouvoir donc les 1,3 million personnes qui prennent le RER tous les jours ont envie de pouvoir jouer à votre jeu pendant plus d'une demi-heure avant que leur téléphone tombe de batterie, et ils savent maintenant que ce n'est plus seulement leur fabricant de téléphone qui est responsable de ça, mais aussi vous en tant que développeur d'optimiser un petit peu tout ça. Donc le message ici, c'est vraiment faites attention, ça peut vous pénaliser en tant que développeur de jeu de ne pas optimiser votre jeu pour la batterie. Alors un autre aspect qui est relativement important, c'est que la plupart des processeurs maintenant sur mobile, donc quand je parle de mobile, j'inclus
les tablettes, smartphones, mais aussi tout ce qu'on appelle les two-in-one ou ce genre d'ordinateurs relativement fins qui ont des cartes graphiques intégrées, que ce soit chez AMD ou Intel. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une limite d'énergie qui est disponible sur la plateforme et que cette énergie est partagée entre le CPU et le GPU. Donc, ce qui se passe, c'est que même si le jeu, vous avez l'impression qu'il est limité 100% par le GPU, il se peut que ce que vous allez faire tourner sur le CPU impacte la performance du jeu. Et donc, pour prouver ça, j'ai développé un petit sample super synthétique. Donc, ce qui fait que c'était complètement limité par le GPU. Donc, c'était des fractales. Donc, il se passait absolument rien sur le CPU. Donc, vraiment limité par le GPU. Et ce que je faisais, c'est que je faisais tourner des kernels, donc calculer des décimales de pi sur le CPU. Donc, quelque chose qui est complètement pas lié au graphics. Et donc, la conclusion qui est assez intéressante, donc c'est sur la ligne rouge là. C'est ce qui se passe sur un système traditionnel, donc un desktop avec une carte graphique dédiée. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que le nombre, donc en augmentant le nombre de threads qui calculaient ces décimales de pi, vous pouvez voir que la performance ne change absolument pas, sauf sur le dernier thread, quand bien sûr, ce qui va se passer, c'est que ça va pénaliser votre thread qui fait la submission au GPU. Donc bien sûr, là, vous allez avoir une petite diminution niveau performance. Mais ce qui va se passer sur toutes les autres plateformes, donc que ce soit portable, tablette ou smartphone, c'est qu'en faisant tourner des choses intensives sur le CPU, le CPU va prendre de l'énergie au GPU, donc le GPU ne va pas pouvoir aller dans les fréquences maximum, et du coup la performance de votre application va diminuer. Et dans ce cas-là, en gros, on était passé de 52 à 40. Donc c'est quand même relativement important. C'est plus de 20% de performance qui est perdue simplement juste parce que le CPU et le GPU partagent leur énergie. Donc ça, c'est un autre aspect quand on parle d'optimisation au niveau énergétique qu'il ne faut pas négliger. Et la dernière raison pour laquelle c'est important, c'est que toutes les plateformes sur lesquelles vous allez faire marcher votre jeu ont des comportements qui changent. Donc typiquement, si vous faites marcher votre jeu sur une tablette ou sur un smartphone, il se peut que la limite au niveau énergétique soit la plupart du temps, on va dire 3 watts, quelque chose comme ça, et que sans vous tenir au courant, sans rien dire, le fabricant de téléphone dise « Ah bah, la batterie est à moins de 10%, on va passer sur 2 watts ». Et donc, ce qui va se passer au niveau de votre jeu, ça va être typiquement ça. Donc, il va y avoir une performance. Donc là, c'était un exemple qui était fait sur un two-in-one. Donc, vous savez, ces ordinateurs qui se transforment en tablette. Donc, ce qui se passait, c'est que quand l'ordinateur était en mode normal, laptop, il y avait jusqu'à 14 watts disponibles. Et dès qu'on passait en mode tablette, il n'y avait plus que 10 watts disponibles. Et donc, nous, on essayait de travailler sur des jeux qui étaient optimisés et qui marchaient parfaitement quand la plateforme était à 14 watts. Mais dès qu'on voulait jouer en mode tablette, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait plus que 10 watts de disponibles. Et du coup, le système ne pouvait pas aller dans les fréquences maximum. Et donc, la performance du jeu diminuait de à peu près 30%. Donc, ce dont on s'attend en regardant la diminution de 30% de l'énergie disponible. Et ça, c'est complètement indépendant. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a optimisé le jeu pour marcher à 10 watts. Et donc, forcément, le jeu marchait à cette limite-là. Et dès qu'on passait à avoir plus d'énergie, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai été clair pour l'instant? Vous avez des questions ou... Bon, OK. Donc, cette slide-là est vraiment, c'est relativement important, c'est relativement compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main maintenant, comme ça je peux essayer de vous expliquer un petit peu mieux. Donc, ce qui va se passer donc chaque composant de votre système, de votre package, donc que ce soit le CPU, le GPU ou le on-core, ils ont des sleep states. Donc, ce qui veut dire que dès qu'ils ne vont pas être actifs,
en gros, ils vont s'endormir. Et donc, le but du jeu, quand on essaie d'optimiser au niveau énergétique, c'est d'arriver à envoyer les composants le plus rapidement possible dormir, en gros. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la façon dont le CPU va marcher, c'est qu'il va faire exécuter votre tâche, et ensuite il va aller dormir le temps qu'il faut jusqu'à que vous envoyez une autre tâche. La deuxième partie, c'est que quand le composant est actif, ils ont des performance states. Donc, en gros, dépendant de la tâche que vous avez à faire, soit il va rester dans un domaine minimum et il va pouvoir exécuter votre tâche avec une basse fréquence, soit il va devoir aller dans les hautes fréquences si votre tâche en demande beaucoup, et ça va consommer beaucoup plus d'énergie. Et le troisième point, et ce qui est relativement important aussi, c'est que il y a un systates global sur votre package. Donc, le package qui comporte le CPU et le GPU et le on-core. Et ce qui va se passer, c'est que le package systate, il va être égal au plus haut. Donc, systate, c'est les sleep states dont on parlait tout à l'heure. Il va être égal au plus haut des sleep states de votre composant. Ce qui veut dire que si votre CPU est actif et que votre GPU est actif, votre système va être actif. Si votre CPU dort et que votre GPU dort, dans ce cas-là, tout votre système dort. Mais s'il y a l'un après l'autre, ça peut empêcher votre système d'aller dormir et du coup de sauver de l'énergie. Est-ce que c'était clair? Ouais? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Bon, d'accord, alors ça va. Donc voilà, c'était en gros un petit résumé. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me voir après, où il y a pas mal d'autres informations à ce sujet-là sur le site d'Intel. Tout ça, c'est des informations qui sont publiques. Voilà. Donc maintenant, la partie qui est peut-être la plus intéressante pour vous, c'est comment optimiser votre jeu. Donc ce qu'on va voir, c'est un petit peu tout ce qui se passe et comment faire pour que votre jeu fonctionne le mieux sur n'importe quelle plateforme. Donc, la règle numéro 1, c'est qu'en fait, il faut savoir qu'il y a, je suppose que vous le savez, il y a des milliards de plateformes et de combinaisons différentes, différents CPU, différentes mémoires, différentes tailles d'écran, etc., différentes tailles de batterie. Et c'est important pour vous que votre jeu marche sur un maximum de plateformes différentes. Et donc, ce qu'on recommande de faire, c'est c'est quand le jeu s'installe pour la première fois ou quand le jeu se lance pour la première fois, de détecter sur quel genre de plateforme vous êtes en train de marcher. Ça peut être fait, typiquement, vous pouvez demander au device sur quelle plateforme vous marchez, etc. Et ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner les meilleurs settings dépendant de cette plateforme pour avoir vos jeux qui est à la fois au niveau qualité visuelle qui soit beau, que votre jeu marche sur la plateforme et que votre jeu soit aussi efficace au niveau énergie. Donc, après, la deuxième règle, qui est aussi la règle la plus facile et qui est aussi la chose la plus facile à faire, c'est de limiter le framerate. Donc typiquement, ce qui se passe, c'est qu'on vient d'un monde, le jeu vidéo vient du monde du PC, du desktop, qui est un monde où finalement on s'en fout un petit peu de l'énergie, qu'il y a de l'énergie illimitée. Et donc, la plupart des jeux ont été faits à l'origine, et c'est dû aussi à la fréquence de rafraîchissement des écrans, sont faits pour marcher à 60 FPS. Alors, pour tous ceux qui développent des jeux pour mobile ou pour tablette ou pour ordinateur portable, si vous voulez avoir un maximum de marché, la plupart des gens qui vont jouer sur leur téléphone ne vont pas faire la différence si le jeu marche à 30 FPS ou à 60 FPS. Et donc c'est important, si vous voulez pouvoir sauver l'énergie, de pouvoir, si votre utilisateur a envie de sauver l'énergie, qu'il puisse faire marcher le jeu à 30 FPS. Et donc, en fait, ce qui va se passer, quand le jeu passe de 60 FPS à 30 FPS, votre système va devoir faire 2 fois moins de choses. Et donc là, j'ai fait quelques
quelques mesurements avant de venir. Et donc, en gros, juste en prenant le jeu quelconque, sans le modifier, et ensuite j'ai forcé, en utilisant les drivers, d'avoir le jeu à 30 fps. Et vous pouvez voir, sur certains jeux, on peut avoir déjà, rien qu'en faisant ça, 180%, donc quasiment 2 fois la durée de vie de batterie, simplement en limitant le nombre de FPS. Et donc ça peut être fait pour tous ceux qui utilisent Unity. C'est vraiment simple, c'est une ligne de code dans votre script. Il me semble que c'est set target framerate ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment facile et ça vous permet de faire des énormes économies au niveau énergétique. Et donc je vous parlais de 30 FPS puisque c'est la limite à laquelle l'œil humain en fait va être trompé. Mais si votre scène est statique, si vous êtes dans un menu qui ne bouge pas, etc., pourquoi recalculer toutes les frames, etc. Vous pouvez même diminuer encore plus le framerate, le mettre à 15, à 12, histoire de pouvoir sauver énormément d'énergie, spécialement dans les menus. Une autre chose, donc ce que je vous disais, c'est que bref, faire du calcul, ça consomme de l'énergie, on est tous conscients. Donc quelque chose qui consomme, donc quelque chose qui impacte directement sur l'énergie au niveau du package, c'est la résolution. Donc là, ce qu'on a fait, une façon de regarder à la consommation au niveau énergétique, c'est de savoir combien de joules, donc il y a une unité de mesure d'énergie, de combien de joules on a besoin pour chaque frame. Et donc, vous pouvez voir que quand on passe de 800 à 600 par 1600 par 900, la consommation énergétique va doubler. Donc, le message que je vous dis ici, c'est pas de faire marcher tous vos jeux à 800 par 600, parce que sinon vous allez croire que je suis fou, mais c'est d'arriver à trouver la résolution qui marche le mieux pour la plateforme, d'autant plus que pour les gens qui font du développement sur mobile, où on arrive à avoir des iPads avec des Retina displays qui ont des résolutions exceptionnelles, mais dans le domaine du jeu vidéo, qui consomme énormément d'énergie pour rien. Donc, si vous voulez utiliser une résolution un peu plus basse, ça vous permet non seulement de sauver de l'énergie, mais aussi d'ajouter de la qualité visuelle à votre jeu. Donc, si calculer des données demande beaucoup d'énergie, une autre chose qui demande pas mal d'énergie, c'est déplacer les données. Et donc, il faut arriver à faire attention, et c'est quelque chose qui est souvent négligé, à la bandwidth qu'on utilise, la bande passante. Et un court exemple, c'est que pour un écran de 2K à 60 fps, simplement écrire une fois le frame buffer, c'est déjà 1 gigaoctet par seconde. Donc c'est vraiment important de faire attention à la bandwidth et à l'énergie qu'on consomme. Donc là, c'était un petit exemple d'un algorithme qui a été fait sur un ordinateur portable auquel on mesurait la consommation aux bornes des memory DIMM. Et donc, on peut voir que finalement, la consommation énergétique augmente linéairement avec la bande passante. Donc, vous allez me dire, dans ce cas-là, OK, bon, d'accord, on a économisé à peu près 25 milliwatts. C'est pas énorme sur un PC qui consomme à peu près 100 watts. Mais si vous vous mettez dans le monde du smartphone ou de la tablette, typiquement, un processeur consomme 2 à 3 watts. Et dans ce cas-là, 25 milliwatts, ça fait quand même 10% de la puissance totale du processeur et ça rajoute quand même énormément au niveau batterie. Donc, faites attention. Alors, cette partie-là, c'est... faites attention à ce qui se passe au niveau boucle infinie. Donc, c'est quelque chose qu'on a tous utilisé, qu'on a tous appris à utiliser. Donc, comment faire du polling au niveau des threads, etc., etc. Et c'est vraiment une mauvaise pratique puisque, principalement, ce que ça fait, c'est que la boucle infinie,
que ce soit pour les thread pools ou pour réduire la latency, ça empêche le CPU d'aller dormir. Donc principalement, ça va empêcher votre CPU de faire de l'économie d'énergie et vous allez toujours consommer le maximum d'énergie. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres pratiques que j'aimerais couvrir. Malheureusement, il ne me reste plus que 5 minutes. Donc voilà, faites attention à réduire l'activité du CPU. Et une autre pratique qui va arriver très très bientôt, maintenant que DirectX 12 est sorti et que Vulkan ne va pas tarder à arriver, c'est utiliser les nouvelles API graphiques qui sont bien plus proches du hardware et qui sont bien plus optimisées que ce qu'on utilise à l'heure actuelle. Donc voilà, je vais couvrir vite fait ce qu'on a fait sur Lego. Donc Funcom, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un studio norvégien. Ils ont leurs 2 jeux principaux avant, c'était Age of Conan et The Secret World. C'est 2 jeux qui étaient orientés très très hardcore et qui marchaient seulement sur du desktop. Donc finalement, et quand ils ont commencé à bosser sur le jeu Lego, ils ont dû refaire tout leur engine parce que c'est un jeu qui était complètement différent, qui visait les enfants, et les enfants aiment jouer sur différentes plateformes. Donc finalement, leur jeu était multiplateforme, que ce soit PC, tablette, smartphone. Les gens pouvaient jouer au même jeu sur cette plateforme. Donc un petit résumé de ce qu'on a fait pour arriver à ces bénéfices. Limiter le framerate, diminuer la qualité de l'éclairage et des shadows. Donc ça a de l'impact non seulement au niveau de la résolution, mais vous allez le voir aussi au niveau de la bandwidth. Et ensuite, changer le mode de filtrage et changer les effets post-process. Capping, ce que vous pouvez voir, c'est ce dont on parlait, c'est une ligne de code. Et au niveau simplement batterie, on arrive déjà à avoir 26% de consommation en moins, simplement en limitant le nombre de framerate à 30 fps. Donc voilà, diminuer la qualité des shadows. Donc ce qu'on a fait, c'est diminuer la résolution des shadow maps, changer le filtrage et désactiver AVSM. AVSM, c'est Adaptive Volumetric Shadow Map. C'est une technologie qui est nouvelle avec DirectX 12 et qui permet de faire de l'ombre réalistique sur les particules. Et donc, encore une fois, au niveau système, on a sauvé jusqu'à 4% de batterie, mais pour eux, ce n'était pas suffisant. Ils avaient vraiment envie de pousser jusqu'aux limites. Donc, ils ont fait d'autres optimisations. Ah oui, pardon. Alors, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à voir là, c'est la différence entre le jeu avant les optimisations et après les optimisations. Donc, on peut voir principalement, c'est au niveau de des ombres sur la fumée que la qualité va diminuer, mais le jeu finalement reste le même. Voilà, donc après il y a d'autres optimisations au niveau de l'éclairage et au niveau des ombres. Donc ils ont désactivé les ombres sur les objets qui sont statiques et l'ambient occlusion. Et donc encore, ils ont rajouté 10% de plus au niveau savings. Et donc là, voilà, encore une fois, la même image avec les features et sans. Donc vous pouvez voir qu'il y a les ombres statiques qui ont disparu. Et voilà. Et la dernière chose qu'ils ont fait, c'est désactiver tous les effets post-process. Voilà. Donc là, principalement, ça se voit beaucoup au niveau de l'arrière-plan, où il y avait ce qu'on appelle du depth of field, qui a été désactivé. Donc vous pouvez voir que c'est l'arrière-plan qui était flouté ne l'est plus. Donc là, c'est un petit récap de ce qu'on a fait. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle du battery rundown. Donc on a fait marcher le jeu, on a chargé le PC et on l'a déchargé. Et on mesure la différence en performance au niveau consommation énergétique, la durée de vie de batterie. Et donc vous pouvez voir que sur 2 systèmes différents, on arrive quasiment à chaque fois à multiplier par 2 la durée de jeu. Ce qui est assez sympa quand même quand vous êtes dans le train ou dans le métro, etc. etc. Voilà, donc je suis désolé, j'ai un peu précipité la fin, mais j'étais un peu long au début, donc voilà. Alex va me taper sur les doigts après. Donc,
Donc voilà, ce qui est important, c'est que les utilisateurs, pour eux, c'est vraiment important. Je suppose que vous êtes tous frustrés quand vous jouez dans le métro et que votre téléphone n'a plus de batterie après 10 minutes. Moi, perso, je le suis. Donc ce qui est important, c'est pouvoir les laisser choisir, donc avoir l'opportunité de pouvoir jouer avec le maximum de qualité visuelle, mais aussi avoir la possibilité de pouvoir jouer pendant plusieurs heures. Les optimisations qu'on fait au niveau énergétique, c'est aussi les mêmes utilisations qu'on fait au niveau performance. Il suffit juste d'optimiser un petit peu plus. On a pas mal d'outils sur le site d'Intel qui vous permettent de faire ça. Ça vaut vraiment le coup. Tous les gros studios avec qui on bosse font ça et ont cette phase d'optimisation. Ça permet aussi d'augmenter le marché disponible pour votre jeu. Et finalement, c'est vraiment, oui, en faisant les bonnes optimisations, on peut arriver à quasiment 2 fois le durée de vie de batterie. Donc, c'est pas négligeable. Je suppose que j'ai pas de temps pour questions. Si, justement, ce que j'allais te proposer, c'est de passer aux questions-réponses. Donc, est-ce que du coup, il y a des questions pour Antoine? Oui. Okay. Est-ce que l'utilisateur peut désactiver ou activer l'option après par lui-même, en fait, si jamais il veut jouer chez lui sur secteur? Bien sûr, bien sûr. En fait, la façon dont on a implémenté, donc le jeu marche par défaut, n'est pas optimisé, et il y a une fonction finalement dans le jeu qui marche avec une interruption qui détecte quand le système est débranché. Et quand le système est débranché, il va automatiquement activer le Power Saving Mode. Il y a aussi pour ceux qui vont disant, j'ai envie de jouer sur batterie, mais je sais que je vais seulement jouer pendant 1 heure. J'ai quand même envie d'avoir la meilleure qualité graphique. Et du coup, il y a possibilité même de désactiver le Power Saving Mode. Donc voilà.